Bonjour Véronique, comment vas-tu? Bonjour Johan, mais je vais très bien. Merci. Et toi? Je vais bien, j'ai regardé ton site il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu fais actuellement au niveau professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ok, alors parce que je suis pas toute jeune, donc il y a quand même pas mal de temps, donc j'étais architecte d'intérieur et puis en fait j'avais toujours des gens qui venaient me raconter leurs histoires, me demander des conseils, puis je savais pas ce que je devais leur donner comme conseil et du coup j'ai fait une rencontre, donc je la fais courte, hein. J'ai fait une rencontre un jour avec une sophrologue, c'était dans les années 90 et tout de suite je me suis dit c'est ce que je veux faire. Donc, du coup, je me suis formée en sophrologie et j'ai commencé, j'ai ouvert un cabinet. À ce moment-là, j'habitais à Cannes et ça a tout de suite très bien démarré. Alors, je faisais de la sophrologie et puis en fait, je travaillais également sur le corps. Je faisais des massages, de la réflexologie plantaire parce que je m'étais formée avec un maître chinois qui m'avait dit le corps est un tout. Et du coup, il était important en fait pour moi de travailler et sur l'espace corporel et sur le mental. Et donc, pendant des années, j'ai eu mon cabinet et la sophrologiste trouvait ça génial pour aider les gens à gérer leurs émotions. Mais un jour, je me suis dit, ça serait quand même bien que j'ai un outil qui arrive à aller chercher d'où viennent les émotions pour pouvoir les enlever, ces émotions négatives. Alors, je parle surtout d'émotions négatives. Les gens qui ont des émotions positives viennent pas forcément nous voir. Et du coup, j'ai découvert la psychogénéalogie et là, ça a été une révélation pour moi. Donc, j'ai rappelé tous les gens, tous les clients avec lesquels j'avais pas pu aller plus loin. Mon cabinet a explosé. J'ai énormément travaillé. Je faisais beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai fait ça pendant des années et j'ai déménagé. Je suis allée habiter en Aveyron, à Millau. Et là, j'ai décidé, en fait, après beaucoup d'années, beaucoup d'expériences, des rencontres avec des dizaines et des dizaines de gens, j'ai décidé de transmettre la psychogénéalogie, donc de devenir formatrice. Donc, ce que j'ai fait et ce que je continue à faire, voilà. Alors, je suis, je suis formatrice en psychogénéalogie, j'écris des livres, je fais des conférences. J'ai déposé un mot qui s'appelle la polypotentialité parce que je suis quelqu'un qui fait plein de choses et je le revendique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup été traitée de dispersée, d'instable parce que je faisais plein de choses. Et en fait, ça fait partie de moi. Et je me suis dit, mais il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses. Et les familles ou les dictats de la société, en fait, nous canalisent sur le fait qu'on ne peut faire qu'un truc pour le faire bien. Voilà. Et en fait, moi, je pense qu'on peut faire plein de choses et les faire bien également. Et en fait, c'est ce que je fais. Si, tu as parlé d'architecte d'intérieur, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça à tes débuts? Je trouvais qu'il était très, très agréable de vivre dans un intérieur qui nous correspond. Je me suis très vite rendu compte que l'intérieur de chez nous était assez similaire à l'intérieur de notre personne. Donc, du coup, c'était important pour moi, soit d'allier l'intérieur avec la personnalité de la personne qui venait, et puis que les couleurs étaient importantes. Enfin, j'ai trouvé en fait que c'était très thérapeutique à la base le concept d'intérieur parce que se sentir bien chez soi fait qu'on n'a pas envie d'aller ailleurs et que du coup on peut s'apaiser aussi à l'intérieur. J'ai toujours dit qu'au départ je décorais les intérieurs de maison, après j'ai continué en redécorant l'intérieur des gens. C'est une très belle phrase. Euh, Architecte d'intérieur, c'était une vocation pour toi ou c'était plus une passerelle pour découvrir ce qui est arrivé après? Alors en fait, à la base, moi, je voulais être prof de sport. Donc en fait, pendant des années, depuis que j'avais 11 12 ans, je voulais être prof de sport. Et puis au moment de passer le bac, j'ai eu un petit accident qui a fait que j'ai pas pu faire de sport pendant un an à peu près. Et du coup, j'ai dû en fait, alors pensant que je ne pourrais pas recommencer parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Et du coup, c'est là que je me suis dirigée en fait vers cette école de décoration intérieure. Alors pourquoi? Il n'y a pas de hasard, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui a fait que j'ai pris cette voie-là. Je venais d'une famille où mon papa est encadreur, donc je fais beaucoup de peinture, donc je pense que voilà, c'était quelque chose qui m'attirait.
Tu as fait la sophrologie, la réflexologie. Tu peux en parler en termes de vocation? Alors, je pense que oui, je pense que je suis ce qu'on appelle une oreille, c'est-à-dire que j'ai une appétence à écouter les gens. Et j'aime ça en plus. Donc, en fait, je suis dans une grande surface à la caisse du supermarché. J'ai toujours la personne de devant ou de derrière qui me raconte sa vie. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, j'ai trouvé ça toujours très, très rigolo. Donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qui m'habite depuis des années, le fait d'accueillir ce que me disent les gens. Simplement, je n'avais pas d'outils pour leur répondre et je suis allée chercher les outils. Et la réflexologie plantaire, c'est pareil, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'avec des pieds, on puisse avoir une réponse sur la totalité du corps. Ouais, je trouve ça fabuleux et je trouve qu'en fait, en France, on ne touche pas assez les gens. En fait, le verbe toucher, il est tabou parce qu'en fait, tout de suite, on l'assimile à quelque chose de sale, alors qu'en fait, pour avoir tous une notion de notre corps, il est indispensable qu'on se fasse toucher ou qu'on se touche, voilà, mais dans l'esprit de je dois savoir où sont les limites de mon corps et si je connais les limites de mon corps, c'est plus facile de les respecter après. Tu as parlé d'avoir rencontré un maître chinois. Est-ce que tu peux nous parler des circonstances de cette rencontre? Ben, en fait, c'est en réflexologie plantaire. J'ai rencontré un maître chinois que j'ai accueilli en fait pendant une formation et j'ai trouvé qu'il parlait de l'être humain et du corps d'une façon tellement poétique et tellement vraie en plus, puisque ce qui me plaît en fait dans la médecine chinoise, c'est ce lien entre l'organe, le corps et l'émotionnel, parce qu'en fait on a une super machine, c'est-à-dire que nous sommes les seuls à pouvoir nous créer une maladie, à pouvoir nous guérir d'une maladie, à avoir un ressenti ou à développer quelque chose par rapport à un sentiment ou une émotion. Et quand on comprend ça, du coup, ben, on a un autre regard sur soi. Et je trouve que c'est juste génial, en fait. Merci la médecine chinoise. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de la notion de toucher en France, dans l'Occident et dans l'Orient? Ben, en fait, dans l'Orient, la notion de toucher est beaucoup plus développée. Je veux dire, en Orient, les gens se massent entre eux, dans la famille. Et je trouve ça génial parce que c'est des gens qui ont beaucoup moins de complexes que l'on peut avoir en fait en Occident. Les gens sont hyper complexés avec leur corps et en fait, je trouve ça extrêmement dommage. Voilà, alors ça arrive hein, petit à petit, mais c'est plus compliqué. Et ta vision du rapport corps-esprit, qu'est-ce que toi tu penses? C'est comme le yin et le yang? Qu'est-ce que tu penses de la perception du corps et de l'esprit en Occident et en Orient, sachant que généralement en Occident c'est assez séparé alors qu'en Orient ça forme un tout, si je peux dire ça. Oui, bah, tout à fait. Alors, le yin et le yang, c'est tout ce qui s'oppose, mais qui ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre, hein, puisque bon, bah, le yin, on est plutôt dans le féminin, le yang dans le masculin. Et c'est vrai que en Orient, on parle beaucoup d'union des deux, c'est-à-dire que on accepte le fait qu'il fasse partie de nous. En Occident, dire à un homme qu'il est dans son féminin ne va pas forcément lui plaire, alors qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'il a des atouts de femme, etc. Ça veut dire que simplement, si on prend le yin qui est le féminin, c'est ce qui a rapport avec l'affectivité, en fait, la création, alors que le yang, c'est plutôt la sécurité, l'autorité. Et l'idéal, ça serait qu'on ait chacun dans nous 50% de yin, 50% de yang, parce qu'en fait, ça ferait de nous des gens accomplis, équilibrés. Mais je pense qu'en Occident, on a beaucoup, on a beaucoup fait le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il fallait qu'il soit dans son yang, dans son masculin, et la femme, il fallait qu'elle soit dans son féminin. D'ailleurs, après les guerres, ça a beaucoup changé. Les femmes se sont rendues compte qu'elles pouvaient prendre la place des hommes parce qu'ils étaient partis, ont développé leur côté masculin et du coup, ça a commencé à déséquilibrer les couples parce que les hommes n'avaient plus forcément leur place parce que bah, les femmes, elles avaient appris à planter un clou dans un mur, à changer de batterie et puis bon, à faire des choses d'hommes, quoi.
Donc, moi, je trouve que c'est bien d'avoir les deux et de cultiver les deux, mais il ne faut pas en oublier. Est-ce que tu penses que, je crois que tu l'as quand même dit, mais est-ce que tu penses que si on exagère notre part soit féminine, soit masculine, ça prend le pas sur notre autre moitié, et du coup, est-ce que ça peut influencer notre identité sexuelle, par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que ça peut tout influencer. Je pense que ça peut influencer notre physique, je pense que ça peut influencer notre sexualité, je pense que ça peut influencer notre place dans le couple. Je pense qu'en fait, suivant comment on se positionne, si je prends la femme, en fait, on parle beaucoup aujourd'hui de femme et de féminin sacré, parce que justement, les femmes sont beaucoup yang, c'est-à-dire j'entends beaucoup de femmes, et moi, la première, j'étais la première à dire j'aime les hommes, mais j'en ai pas besoin. Parce qu'effectivement, on avait tous développé de mère en fille cette idée de, bah non, en fait, les hommes sont pas là, on peut se débrouiller quand même, mais on n'a pas compris en fait que chacun a sa place et que même si l'homme n'est pas là, il faut pas non plus prendre sa place. Et donc, il est important justement pour la femme de rester dans ce côté sécurisant et autoritaire de temps en temps par rapport à la famille, peut-être au travail, mais aussi c'est de garder son féminin, sa féminité. Alors attention, dans féminin, féminité, il n'y a pas soumission, hein. Voilà, parce que ça, c'est justement des mots qui sont en rapport avec un homme qui ne serait que dans son masculin. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est tout et qu'on est un tout. Et que bah, quand l'homme, lui, il veut jouer avec son masculin, c'est bien que la femme puisse elle aussi jouer dans son féminin, dans son couple, dans sa sexualité, dans sa vie. Est-ce que ça arrive que certaines personnes aient soit leur côté féminin ou soit leur côté masculin qui ait pu être blessé dans leur vie actuelle ou quelque part dans leur famille avant, en ayant eu des antécédents? Bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de gens en fait qui sont blessés. En fait, si on part de la psychogénéalogie, la première constatation, c'est par exemple, ben, je suis une fille, je suis arrivée en fille alors que mes parents voulaient un garçon. Je suis arrivée en garçon alors que mes parents voulaient une fille. C'est la première blessure. Parce qu'en fait, comme tous les enfants ont besoin de plaire à leurs parents, eh bien, l'enfant qui n'est pas arrivé avec le bon sexe, en fait, le sexe que voulaient ses parents, peut, pour faire plaisir à ses parents, s'approcher, coller le plus possible au sexe demandé pour plaire à ses parents. Donc effectivement, on aura le garçon manqué pour la fille qui devait arriver en garçon, ou le contraire, un petit garçon qui peut-être jouera avec des poupées, etc., parce qu'il était attendu en fille. Et effectivement, ça cause des blessures et qui peuvent avoir une influence même sur toute la vie, quoi. Et puis, il y a d'autres blessures, bien évidemment. Il y a aussi beaucoup de malveillance et de maltraitance dans plein de familles, hein. Ça peut jouer sur l'ego, l'estime de soi. Bien sûr. Bah, à partir du moment où je ne suis pas reconnue dans mon entièreté, dans mon essence même, forcément, l'estime de moi et la confiance en moi va s'en trouver déséquilibrée, forcément, parce que en fait, j'ai besoin d'entendre bah, que j'ai été voulu, que je suis beau, belle. J'ai besoin d'être reconnue, j'ai besoin d'être aimée pour me construire dans mon estime de moi. Si ça, je l'ai pas, qu'on me dit t'es moche, t'es machin, j'aurais préféré un garçon, j'aurais préféré une fille, forcément, je veux dire, la construction va s'en trouver vraiment déséquilibrée. Tout à l'heure, tu parlais du maître chinois. Est-ce que toi, tu as pu voyager dans différents pays et être amené à te former ou à former des personnes sur le toucher? Et qu'est-ce que tu as pu voir à travers ces pays que tu as pu découvrir? Alors, j'ai assez peu voyagé. Par contre, je dis toujours que j'ai énormément voyagé dans mon cabinet parce que j'ai eu la chance, quand j'habitais à Cannes, mais même après, même à Millau, de recevoir des gens qui venaient de l'étranger. Alors, c'était fabuleux parce qu'en plus, c'était des gens avec lesquels il y avait un bel échange. Mon cabinet était chez moi et même, je me rappelle, le dernier jour de chaque formation, les gens qui venaient de leur pays, je leur demandais de me concocter un plat de leur pays, en fait, pour qu'il y ait un échange. Et en fait, on faisait un échange de plats. Et du coup, j'ai assez peu voyagé, en fait, dans des pays assez limitrophes, hein, comme l'Italie. Alors, je suis allée au Maghreb un petit peu. Le dernier voyage que j'ai fait qui était chouette, c'était à Bali, où effectivement, bah, je me suis aussi fait masser là-bas.
Et alors, j'ai pas formé de gens à l'étranger. Par contre, j'ai été formée par des étrangers. Et je trouve que c'est chouette parce que il m'apportait à la fois la technique et puis à la fois le ressenti et la poésie, en fait, du pays où ils habitaient. Mais je ne commence que ma vie de voyageuse. Donc, je pense que dans le futur, je vais beaucoup voyager. Tu parlais d'enlever les émotions négatives. Est-ce qu'il faut dire enlever les émotions négatives? Est-ce qu'il faut dire les écouter, les respecter? Ou en tout cas, pourquoi tu as formulé cette phrase en termes d'enlever? Alors, cette phrase, elle est effectivement très rapide dans le sens où effectivement, on n'enlève pas une émotion, on l'accueille et on va chercher pourquoi elle est là. Donc, effectivement, j'ai pris un raccourci très raccourci. Et ce qui me gênait, en fait, chez les gens qui venaient me voir, c'était je suis pas bien, je suis angoissée, je suis stressée. Bon, ok, on va apprendre à respirer, on va apprendre à gérer ça. Mais il n'empêche que même si je suis moins stressée, moins angoissée parce que j'arrive à respirer, mon stress et mon angoisse est toujours là. Derrière un stress, une angoisse, une peur, une colère, il y a une raison. En fait, chaque émotion est un symptôme qui vient suite à un événement, un fonctionnement, un traumatisme. Et du coup, mon travail, en fait, en psychogénéalogie, c'est d'aller chercher le traumatisme, l'événement, le fonctionnement. Et c'est sur ce fonctionnement qu'on va travailler. Alors, soit c'est un fonctionnement qu'on a vécu dans sa propre vie, et à ce moment-là, on travaille sur le fait de se détacher, de dépasser l'événement. Soit c'est quelque chose que l'on porte de la famille, parce que malheureusement, on peut porter des émotions dues à un traumatisme qui s'est passé dans la famille et qui n'a pas été réglé. Parce que ce qui se transmet dans les cellules, et on en parle maintenant en épigénétique, ce n'est pas le traumatisme en lui-même, ce n'est pas l'événement lui-même, mais c'est l'émotion qu'a suscité cet événement chez la personne. Et moi, par exemple, si je prends mon propre cas, j'étais toujours très, très en colère et très en colère contre les hommes. Et ce qui est rigolo, c'est quand j'en parle maintenant, mon mari me dit, il y a 25 ans en arrière, tu aurais été un mec, tu te serais battu à tous les coins de rue. Il me dit, maintenant, tu es super zen. Parce qu'en fait, j'ai compris d'où venait ma colère, j'ai compris pourquoi je portais cette colère et j'ai compris surtout qu'elle ne m'appartenait pas. Donc, j'ai fait le nécessaire pour qu'elle s'en aille. En tout cas, je l'ai accueillie et après, je l'ai laissée partir. Pour parler de la psychogénéalogie, comment peux-tu la définir avec d'autres mots? Alors, dans psychogénéalogie, il y a psychologie et généalogie. En fait, pour faire simple, la psychogénéalogie, c'est un outil thérapeutique qui va analyser les traumatismes familiaux et leurs répercussions sur la descendance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de ensuite transmettre et de former d'autres personnes? En fait, je crois que j'ai toujours eu envie. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, j'avais passé les examens pour être institutrice quand j'étais plus jeune. Alors, heureusement que j'ai raté le dernier truc parce que je ne me serais pas du tout vue en fait en institutrice parce qu'avec le recul, je crois que ça ne me convenait pas. Et du coup, il n'y a pas de hasard. Mais par contre, je trouve qu'il est nécessaire de transmettre des choses. Et quand on le fait avec envie et bonheur, c'est encore mieux. Et moi, en fait, quand je transmets les choses, c'est comme si je prenais un cadeau que moi j'ai reçu et puis que j'ai peaufiné, hein, parce qu'en fait, je transmets jamais ce qu'on m'a transmis. C'est-à-dire que moi, on me transmet une base et moi, je fais tout un travail autour pour l'agrémenter, on va dire. Et j'ai une recette de gâteau qui est une base et puis après, j'y mets plein de choses, du chocolat, des trucs bien sympathiques. Et après, je transmets ça parce que je l'ai testé, que ça marche et que ça fonctionne. Et puis, c'est de voir tous ces gens qui sont heureux, qui me disent, on a un outil fabuleux. En fait, le rapport avec les gens est extraordinaire. Moi, je crois que j'aime les gens. Enfin, je crois pas, je suis sûre. Tu parlais que tu avais déposé le mot polypotentiel. Polypotentialité. Polypotentialité. Alors, deux questions. Comment on dépose un mot? Et deuxième question, que tu l'as dit tout à l'heure, mais si tu peux expliquer plus en profondeur ce que veut dire ce mot. Alors, en fait, ce mot, il m'est venu parce qu'un jour, j'ai beaucoup travaillé avec des médecins qui m'envoyaient leurs patients chez moi. Et je travaillais notamment avec un médecin qui disait à ses patients, allez voir Madame César, elle vous fera du bien. Mais en fait, les gens ne savaient pas du tout ce que je faisais.
Et un jour, j'ai une patiente d'un médecin qui arrive et qui me dit, mais vous faites quoi en fait? Je lui dis, bah, je fais de la psychogénéalogie, de la sophrologie, de la réflexologie plantaire. Puis là, elle me regarde, elle me dit, non, mais votre spécialité, c'est quoi? Alors, je lui dis, pourquoi voudriez une spécialité? Elle me dit, bah, parce qu'on ne peut pas faire plein de trucs bien dans une vie. Vous devez sûrement avoir une spécialité et puis le reste, c'est des à côté. Et là, je lui dis, mais c'est une croyance, ça. Je lui dis, parce qu'en fait, moi, j'estime qu'on peut faire plusieurs choses bien. Et elle me dit, ah, mais oui, c'est vrai, ça. C'est une croyance. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, c'est pas possible que les gens puissent, il y a de nombreuses personnes qui croient, qui pensent toujours que dans la vie, on ne peut faire qu'un truc bien et qu'en fait, il faut être hyper spécialisé. Je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que j'écrive un livre. Et du coup, en fait, je me suis dit, comment je pourrais appeler ça? Le fait de pouvoir travailler en fait avec tous ces potentiels. Et puis en fait, c'est devenu une évidence, polypotentialité. J'ai regardé alors sur un site qui s'appelle l'INPI, INPI, et c'est un site en fait où on peut déposer des marques, des mots, etc. J'avais déjà déposé des formations, en fait, des titres de formation, parce qu'une fois, je m'en suis fait piquer une et du coup, ça n'a pas été très drôle. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai tout déposé. Et j'ai déposé polypotentialité. Alors, ce qui est rigolo, c'est que d'habitude, sous un mois, on a la réponse. Et là, au bout de 4-5 mois, j'avais toujours rien. Donc, je les ai appelés. Ils m'ont dit, ah, c'est vous, la polypotentialité? Je lui dis, ouais, pourquoi? Il me dit, parce que c'est un mot qui pourrait être dans le dictionnaire. Donc, on ne sait pas si on doit vous l'accorder ou pas. Et du coup, ils me l'ont accordé. Donc, polypotentialité m'appartient. Et puis, j'en ai fait un bouquin. J'ai regardé votre site, c'est marqué que les formations pour cette année sont finies, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est la première année. En fait, j'ai grâce au Covid, parce que le Covid fait aussi il y a du positif. Donc, j'ai pas pu faire des formations en présentiel. Donc, du coup, j'avais depuis 2014 mis en place des formations à distance que j'ai bien entendu peaufinées, mis sur une plateforme, etc. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai énormément de gens qui se sont formés. Hein, j'avais entre 200 et 300 personnes par an. Et j'ai, avec mes formations, un groupe privé Facebook où les gens me posent des questions, j'y réponds, etc. Et en fait, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de personnes parce que je veux quand même avoir la capacité de pouvoir répondre à toutes les personnes. Comme je ne fais pas que ça, que j'ai aussi d'autres activités à côté, cette année 2022, en fait, a très bien démarré. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens. J'avais beaucoup d'élèves en cours et je me suis dit que j'allais calmer le jeu et que j'allais reprendre une fois que les gens auraient pas mal terminé leur formation et que j'allais reprendre des formations. Et puis sûrement en présentiel d'ailleurs. Les prochaines formations sont prévues quand et où? Est-ce que vous savez? Ben, j'en sais rien. En fait, j'ai pas prévu encore les dates. Alors, ça sera soit deuxième semestre, mais je suis vraiment pas sûre. Ça sera peut-être début 2023. Mais par contre, je change. Enfin, je change. J'ai en fait toujours plein d'idées. Voilà, je suis quelqu'un qui a des idées, ça bouillonne en permanence. Et du coup, je vais mettre en place des week-ends de travail en psychogénéalogie thérapeutique. C'est-à-dire que les gens viendront sur 2 jours dans des petits groupes, hein, on ne sera pas 50, 10, 15 personnes. Et en fait, on travaillera chaque fois sur un thème précis. Donc, le premier thème que j'ai mis en place, là, qui va sortir, c'est travailler sur la naissance, le sens de la conception et de la naissance, des missions qu'on peut porter dès la naissance, notre positionnement dans la famille. Donc, voilà, on va travailler là-dessus. Vous avez des réseaux particuliers sur lesquels on peut vous suivre? Facebook, Instagram? Oui, j'ai Facebook, j'ai une page pro Facebook et puis j'ai un compte pro Instagram. Ils sont éponymes? Celui qui est sur Facebook, c'est Véronique César Psychogénéalogie et Instagram, Véronique César. Ah, ouais, Véronique César ou Véronique César quand tu sinon, mais on doit me trouver sur Véronique César. Donc celui-ci, c'est mon compte pro psychogénéalogie. Et j'ai un Véronique 16, le nombre 16, art, A-R-T, qui est mon compte artiste puisque je peins. Voilà. Donc mais là, j'ai trouvé que 16 art, ça allait bien. Bah oui. Est-ce que vous avez un message personnel à faire passer à toutes celles et ceux qui vont vous regarder et vous écouter sur plusieurs choses? Le lien entre le corps et l'esprit et sur le toucher.
Alors, le lien entre le corps et l'esprit, oui, ça veut dire que… Alors, ce qui est important, je pense, alors, première chose, le premier message que j'aurais à passer, c'est qu'on est tous créateurs de notre vie et qu'en fait, tout ce qui nous arrive, on en est responsable. Alors, j'ai pas dit coupable, hein, j'ai dit responsable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours nous qui prenons nos décisions. C'est-à-dire que personne ne peut prendre une décision à notre place. Et si quelqu'un prend une décision que l'on accepte, c'est qu'on a accepté de la prendre. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et ça veut dire que quand on a une pathologie, quand on n'est pas bien, il y a toujours une raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Une maladie ne nous tombe jamais dessus comme ça parce qu'on n'a pas été gentil, on n'a pas été sympa, etc. Émotionnellement, il y a toujours un déséquilibre quelque part qui fait qu'il y a une répercussion au niveau du corps. Mais ce qui est important, c'est que la maladie, alors, même si parfois elle fait mal, à la base, elle n'est pas là pour nous faire mal, elle est là pour nous faire réfléchir. Et moi, je vais vous dire un truc, je vais te dire un truc, parce qu'une fois je te vois, une fois je te tutoie, Yoann. Je vais te dire un truc qui est bien, c'est que j'ai des enfants, et quand ils étaient petits, j'ai toujours pris l'habitude, quand ils avaient mal quelque part, de leur dire, t'as mal là, ben, tu sais, quand on a mal là, ça peut vouloir dire quelque chose. Si on essayait de réfléchir à pourquoi tu as ça, la raison pour laquelle tu as ça. Et à partir du moment où on réfléchit sur la raison pour laquelle on a ça, déjà, ça nous fait souvent oublier de nous recentrer que sur la pathologie. Et très, très souvent, eh ben, on trouve la solution. Alors, il y a de nombreux livres aujourd'hui sur la symbolique des maladies, sur le rapport entre le corps et l'esprit et le mental. Et en fait, ça fonctionne vraiment très, très bien. Et sur le toucher, eh bien, j'aurais tendance à dire, mais n'hésitez pas, allez faire des massages, allez vous faire toucher parce que, en fait, le corps répond toujours très favorablement à ça. Et moi, j'ai pu tester pendant des formations que je faisais, par exemple, quand je faisais une formation de 6 jours. Si je faisais aucun massage sur moi pendant 6 jours, au bout de 6 jours, j'étais vraiment très, très fatiguée. Si entre le premier et le 6e jour, j'allais un soir me faire masser, et ben en fait, je reprenais la pêche et je finissais la formation complètement boostée. Donc, en fait, les massages, en plus de nous faire du bien, parce qu'en fait, c'est un grand plaisir, et ben en fait, ça stimule et ça dynamise le corps, ça le relaxe et franchement, c'est fabuleux. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Prenez soin de vous, quoi. En fait, c'est ça le message que je veux faire passer. Prenez le temps de prendre soin de vous. C'est la base. Merci Véronique. Avec plaisir. Est-ce que tu as des choses à rajouter qui te viennent à l'esprit par rapport à tout ce que tu fais? Donc, je pense que la dernière phrase, le prenez soin de vous, est important. Et puis surtout, rien n'est jamais figé, à part la mort, bien sûr. Mais tout peut évoluer, tout peut changer. Et on est vraiment les premiers vecteurs de notre changement. Donc, voilà, c'est important. Et il faut vraiment avoir confiance en soi. Le changement, tout est possible, en fait. Tout est possible. Merci. Avec plaisir.